À 35 ans, j'ai découvert que ma famille avait organisé un faux dîner d'urgence pour me faire signer un document qui m'aurait endetté pendant 10 ans. Le pire, c'est qu'ils avaient déjà prévu de me servir la culpabilité en dessert. Je m'appelle Laurent, j'ai 35 ans, et depuis 4 ans je vis seul dans un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble ancien, à Rennes, juste au-dessus d'une boulangerie qui commence à enfourner ses baguettes à 5h20 pile. Au début, je trouvais ça charmant. Maintenant, je sais reconnaître à l'odeur si le fourni prépare des croissants ou seulement du pain de tradition. Il y a des matins où cette odeur me sauve, et d'autres où elle me rappelle simplement que je suis réveillé avant mon réveil. Je travaille comme responsable technique dans une petite agence de gestion locative près de la place de Bretagne. Mon quotidien, ce sont les fuites d'eau, les devis qui n'arrivent jamais, les états des lieux où tout le monde jure que la rayure était déjà là, les propriétaires qui veulent refaire une salle de bain sans payer un quart l'heure. Et les locataires qui m'appellent parce que le chauffage a décidé de mourir un dimanche soir. Disons que je passe mes journées à réparer les problèmes des autres. Le souci, c'est que dans ma famille, on m'a toujours donné exactement le même rôle. Celui qui répond. Celui qui vient. Celui qui avance l'argent juste cette fois. Ma mère, Mireille, appelle ça avoir le sens de la famille. Ma sœur Élodie appelle ça ne pas nous laisser tomber. Moi, pendant longtemps, j'ai appelé ça normal. J'ai grandi avec cette idée qu'être l'aîné, c'était absorber le choc. Mon père est parti quand j'avais 14 ans, sans grande scène, sans véritable explication. Un soir il était là, le lendemain il avait pris 2 sacs et une décision. Ma mère n'a jamais vraiment digéré ce départ. Elle ne le disait pas comme ça, bien sûr. Elle disait qu'il fallait tenir debout, qu'on ne pouvait compter que sur les siens, que les hommes qui restent doivent prouver qu'ils ne sont pas comme ceux qui partent. J'ai mis des années à comprendre que cette phrase m'était destinée. Élodie, ma sœur, a 32 ans. Elle est vive, drôle, créative, épuisante. Elle peut transformer un vieux buffet trouvé sur le bon coin en meuble qui donne envie d'ouvrir un magazine déco. Elle peut aussi oublier 3 prélèvements de suite parce qu'elle n'était pas dans l'énergie des mails administratifs. Elle n'est pas mauvaise. C'est ça qui rend les choses plus compliquées. Si elle avait été franchement malveillante, j'aurais peut-être appris à dire non plus tôt. Depuis 2 ans, elle parlait d'ouvrir un salon de thé. Pas un endroit chic avec des fauteuils hors de prix et des pâtisseries minuscules. Plutôt un lieu chaleureux, des tables dépareillées, des plantes partout, des gâteaux maison, des carnets posés près des fenêtres, une vitrine avec des lettres dorées. Elle voulait l'appeler la parenthèse. J'aimais bien le nom. Honnêtement, j'aimais même l'idée. Au début, je l'ai encouragée. Ma mère, elle, ne l'encourageait pas. Elle l'annonçait déjà comme une réussite familiale. Quand Élodie aura son salon, on dira qu'on a tous participé, répétait-elle, en servant le café après les repas du dimanche. Dans sa bouche, on voulait souvent dire moi. Ce n'était jamais formulé brutalement. Personne ne disait, Laurent, paie. On disait, tu peux dépanner. Tu comprends bien que c'est compliqué. On te remboursera dès que ça se débloque. Ce serait dommage de tout gâcher pour une histoire de trésorerie. Au fil des années, j'avais payé le dépôt de garantie du précédent appartement d'Élodie, réglé une réparation sur sa voiture après un accrochage, avancé 3 mois d'assurance professionnelle qu'elle avait oublié. Et même prêté mon nom pour récupérer un meuble chez quelqu'un parce qu'elle ne voulait pas avoir l'air insistante. Rien de dramatique pris séparément. C'est ça le piège. Une petite aide ne ressemble jamais à une cage. Le jeudi qui a lancé toute l'histoire, j'étais dans un studio près de Villejean, coincé devant un chauffe-eau capricieux avec un locataire en sweat à capuche qui me répétait qu'il avait des partiels le lendemain et qu'une douche froide allait flinguer sa concentration. Mon téléphone a vibré. Ma mère. J'ai répondu en calant le portable entre mon épaule et mon oreille. Oui, maman? Sa voix était basse, serrée. Tu viens dimanche? Il faut qu'on parle de mamie. Mamie était morte 8 mois plus tôt. Elle s'appelait Suzanne, mais personne ne l'appelait comme ça. Sa disparition avait été douce, si on peut utiliser ce mot pour une absence qui ne se répare pas. Une fin de vie calme, entourée de ses mots croisés, de ses yaourts nature, de ses chaussons rangés parfaitement sous le radiateur et de cette manie de garder tous les tickets de caisse dans des enveloppes. Son appartement n'avait rien de luxueux, un 3 pièces dans un immeuble des années 60, près de Sainte-Thérèse, avec une cuisine trop étroite et un balcon qui donnait sur une cour intérieure. Mais pour ma mère,
cet appartement représentait quelque chose. La preuve qu'elle avait réussi à garder un bout de stabilité dans la famille. Pour moi, c'était surtout l'endroit où j'avais appris à faire des crêpes trop épaisses, debout sur un tabouret pendant que mamie disait « ce n'est pas grave si elle ressemble à des serviettes, tant qu'on met du beurre ». Alors quand ma mère a dit parler de mamie, j'ai tout de suite senti mon estomac se serrer. Qu'est-ce qui se passe? Elle a soupiré. Pas un soupir de fatigue. Son soupir à elle, celui qui faisait comprendre que poser une question était déjà une faute. Dimanche, Laurent. Pas au téléphone. C'est grave? Je préfère qu'on soit ensemble. Puis elle a raccroché presque aussitôt. Le dimanche, Rennes était sous cette pluie fine qui ne tombe pas vraiment mais qui finit par vous tremper quand même. J'ai pris le bus C3 avec une tarte aux pommes achetée en bas de chez moi. La boulangère m'avait demandé si c'était pour une occasion. J'avais répondu, un repas de famille. Elle avait souri d'un air compatissant, comme si ça suffisait à tout expliquer. Ma mère vivait avec Alain dans un pavillon en périphérie, du côté de Champy. Alain était son compagnon depuis 10 ans. Un homme pas franchement désagréable, pas franchement chaleureux non plus. Il avait l'art de se tenir en retrait tout en renforçant la pression. Il disait rarement « tu dois ». Il disait plutôt « enfin, Laurent, on ne va pas chipoter ». Ou bien « tout le monde fait un effort ». Quand je suis arrivé, j'ai vu les chaussures d'Élodie dans l'entrée, les mocassins d'Alain, et une paire que je ne connaissais pas. Des chaussures pour hommes, bien cirées, posées parallèlement comme dans une salle d'attente. J'ai retiré mon manteau. Il y a quelqu'un? Ma mère est apparue depuis le salon avec son sourire des grandes occasions. Trop net. Trop calme. Entre, on t'attendait. Dans la salle à manger, elle avait mis la nappe blanche. Celle des enterrements, des communions et des conversations où personne n'a vraiment le droit de dire non. Au bout de la table, un homme en manteau gris était assis, une serviette en cuir posée près de sa chaise. Élodie était à côté de lui, les mains autour de son verre d'eau. Alain versait du vin comme si c'était un dîner normal. L'homme s'est levé. Monsieur Delmas? Vasseur. Enchanté. J'ai serré sa main sans comprendre. Ma mère a pris sa voix douce, celle qui caresse en appuyant. Monsieur Vasseur est propriétaire du local dont Élodie t'a parlé. Celui rue Saint-Hélier. Élodie m'a regardé une seconde, puis a baissé les yeux. J'ai posé la tarte sur le buffet. D'accord. Et pourquoi il est là? Ma mère a eu un petit rire sec. Ne prends pas ce ton. On va simplement clarifier les choses. Monsieur Vasseur a souri poliment, visiblement habitué aux discussions où les familles se mettent elles-mêmes mal à l'aise. Votre mère m'a dit que vous souhaitiez sécuriser le dossier de votre sœur. J'ai cru avoir mal entendu. Sécuriser quoi? Ma mère a sorti un classeur bleu de sous une pile de serviettes. Je l'avais déjà vu, ce classeur. Il servait aux impôts, aux assurances, aux papiers de mamie, à tout ce que ma mère voulait rendre impressionnant. Il était rempli de pochettes plastiques, d'impressions de mai, de tableaux surlignés en jaune et de petits onglets roses. On va reprendre depuis le début, a-t-elle dit. Elle n'a pas repris depuis le début. Elle a commencé au milieu d'un incendie qu'elle avait allumé elle-même. Selon elle, le projet d'Élodie était bloqué parce que le propriétaire du local demandait un garant solide pour le bail commercial. Si Élodie n'obtenait pas le local, elle perdrait des acomptes. Si elle perdait ses acomptes, elle ne pourrait pas participer aux frais liés à l'appartement de mamie. Si personne ne bougeait, il y aurait des pénalités, des retards, des complications. Elle a même lâché, presque en chuchotant. On pourrait se retrouver obligé de vendre dans de très mauvaises conditions. Je l'ai regardé. Vendre quoi? L'appartement de mamie? Tu comprends bien que tout est lié. Justement, je ne comprenais rien. Elle sautait d'un sujet à l'autre avec une fluidité impressionnante, le salon de thé, la succession, les frais, le propriétaire, l'honneur de la famille, ma stabilité financière, le fait que je n'avais pas d'enfant, donc forcément plus de marge. Le fait qu'Élodie avait toujours eu besoin qu'on croie en elle. Tout devenait une seule urgence. Monsieur Vasseur a ouvert sa serviette et m'a tendu un document. C'est une caution solidaire. Classique dans ce type de dossier quand le candidat a un profil encore fragile. Votre mère m'a dit que vous étiez d'accord sur le principe.
J'ai senti mon visage chauffer. Ma mère vous a dit quoi? Ma mère a serré les lèvres. Ne commence pas à faire ton numéro devant tout le monde. C'était sa phrase préférée quand je demandais une précision. Ne fais pas ton numéro. Comme si vouloir comprendre était une mise en scène. Élodie a parlé d'une voix fragile. Laurent, s'il te plaît. Je ne te demanderai pas si ce n'était pas important. Le mot important a fait son travail. J'ai pensé à elle petite, ses genoux écorchés dans la cour de mamie, ses dessins punaisés au mur de la cuisine, sa façon de venir dormir devant ma chambre quand mon père était parti parce qu'elle avait peur que je disparaisse aussi. Puis j'ai regardé le document. Caution solidaire. Bail commercial. Engagement sur 9 ans. Loyer, charges, taxes, dégradation, indemnité d'occupation, frais de procédure éventuels. Le genre de papier qu'on ne signe pas entre une quiche et une salade verte. J'ai tourné la première page, puis la deuxième. Alain a soufflé. On ne va pas y passer l'après-midi. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne signe rien aujourd'hui. Je veux lire. Le silence qui a suivi m'a appris une chose, il n'avait pas prévu que je lise. Monsieur Vasseur a raclé sa gorge. Bien sûr, monsieur Delmas. C'est votre droit. Ma mère lui a jeté un regard si rapide que j'ai compris qu'elle lui en voulait d'avoir dit ça. Le déjeuner a commencé quand même, mais plus personne ne goûtait vraiment ce qu'il y avait dans les assiettes. La quiche était tiède, la salade trop vinaigrée, et chaque bruit de couvert semblait plus fort que d'habitude. Après le départ de monsieur Vasseur, le dîner est devenu un procès. Ma mère a posé ses deux mains à plat sur la table. Tu te rends compte de l'humiliation? Quelle humiliation? J'ai demandé à lire un document. Devant lui. Devant un propriétaire. Tu as fait passer ta sœur pour quelqu'un de pas sérieux. Élodie a essuyé ses yeux avec le coin de sa serviette. Tu crois que ça me fait plaisir d'être là? De demander? Tu as toujours eu la partie facile, toi. Ton CDI, ton appartement, tes petites habitudes. J'ai failli répondre que mon CDI ne m'était pas tombé dessus avec les clés de mon appartement. Que mes petites habitudes venaient de 15 ans passés à ne pas dépenser plus que ce que j'avais. Mais je me suis retenu. Parce que dans ma famille, dès que je me justifiais, on utilisait mes phrases comme des preuves contre moi. Alain a levé les mains. Bon, on va se calmer. Il y a peut-être une manière plus souple de voir les choses. Souple, ça veut dire quoi, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Dans une famille normale, on ne chipote pas sur des papiers. Ma mère a repris, plus doucement, ce qui était pire. Je dis ça pour toi, Laurent. Un jour, tu risques de regretter d'avoir mis des conditions à ton amour. J'ai eu un rire bref, nerveux. Je veux juste comprendre ce que je signe. Son visage s'est fermé. Ton père disait toujours ça aussi. Qu'il voulait comprendre. Jusqu'au jour où il a compris qu'il préférait partir. La phrase est tombée au milieu de la table. Personne ne l'a ramassée. Même Élodie a regardé son assiette. Je me suis levé. Je vais rentrer. Ma mère ne m'a pas suivi tout de suite. Elle a attendu que je mette mon manteau, que j'ouvre la porte, que je sois déjà dans l'entrée. Puis elle est venue derrière moi. Tu sais, ton père aurait honte. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas du calme, pas encore. C'était juste que si j'avais ouvert la bouche, j'aurais dit quelque chose d'inutile. Je suis sorti sous la pluie, j'ai attendu le bus 20 minutes sous l'abribus, avec la tarte aux pommes entamée dans son carton, parce que ma mère avait insisté pour que je reprenne ta contribution. Dans le bus, mon téléphone vibrait déjà. Maman, tu peux nous rappeler où tu fais encore la victime? Élodie, je suis dans un état lamentable. Bravo. Alain, il faut savoir dépasser son orgueil parfois. Je n'ai répondu à personne. En rentrant chez moi, j'ai posé mon manteau sur une chaise, j'ai allumé la petite lampe près du canapé et j'ai ouvert le document. Je l'ai lu comme je lisais les baux au travail, lentement, ligne par ligne, sans me laisser impressionner par les tournures administratives. Une mention m'a arrêté net en page 4, accord familial préalable et soutien du frère aîné confirmé oralement lors des échanges préparatoires. J'ai relu. Confirmé par qui? Le lendemain, à l'agence, j'étais incapable de me concentrer. J'ai validé un devis de plomberie,
répondu à un propriétaire furieux parce que son locataire avait peint un mur en verre, et déplacé un rendez-vous d'état des lieux. Mais le document restait ouvert dans ma tête. À la pause café, Sonia m'a trouvé devant la machine, mon gobelet à la main, sans avoir appuyé sur le bouton. Sonia avait 36 ans, des cheveux courts, une manière de parler directe qui aurait pu sembler dure si elle n'avait pas toujours été juste. On travaillait ensemble depuis 5 ans. Elle connaissait assez ma famille pour lever les yeux au ciel quand mon téléphone affichait le maman pendant les horaires de bureau. Tu as une tête de recommandé avec avis de passage, m'a-t-elle dit. J'ai presque souri. J'ai un dossier à te montrer. Pas pour un avis juridique. Juste pour savoir si je deviens parano. Elle a pris les pages que j'avais imprimées et s'est installée au coin de la kitchenette, entre le micro-ondes et le tableau des permanences. Elle a lu en silence. 3 pages ont suffi. Elle a posé le dossier. Laurent, ce n'est pas une petite aide. C'est un transfert de risque. Je n'ai rien dit. Elle a tapoté la page 4. Et ça, là, sur ton accord oral, c'est grave. Pas forcément au sens pénal, je ne suis pas avocate, mais au sens humain, c'est énorme. Je lui ai raconté le dîner. La nappe blanche. Monsieur Vasseur. Le classeur bleu. Mamie. La phrase sur mon père. Sonia m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit. Ta famille ne te demande pas de l'aide. Elle te met en scène comme solution. Ce n'est pas pareil. Cette phrase m'a suivi toute la journée. Dans la voiture de service. Dans la cage d'escalier d'un immeuble où une voisine se plaignait d'une odeur d'humidité. Dans les mets. Dans le bruit du tramway en passant près de République. Elle te met en scène comme solution. Le soir, j'ai reçu un message de ma mère sur le groupe WhatsApp familial, celui qui s'appelait les Delma avec une photo de mamie tenant un bouquet de mimosa. Maman, on ne va pas tourner autour pendant des semaines. Élodie doit donner une réponse. Laurent, merci de faire ce qui est juste. Ma tante Corinne a envoyé un emoji cœur. Mon oncle Patrice a écrit « Courage à tous ». Personne ne m'a demandé ma version. J'étais déjà le problème. J'ai fermé l'application. Le déclic est arrivé le mardi suivant, d'une personne que je n'avais pas revue depuis l'enterrement de mamie. Madame Bruno m'a appelé vers 19h, alors que je faisais cuire des pâtes en regardant vaguement les infos sans écouter. Madame Bruno avait été la voisine de palier de mamie pendant plus de 20 ans. Une petite dame de 78 ans, toujours bien coiffée, qui connaissait les horaires du facteur mieux que la poste elle-même. Laurent ? C'est Madame Bruno. J'espère que je ne vous dérange pas. Sa voix tremblait un peu. Pas du tout. Vous allez bien ? Oui. Oui. Enfin je ne sais pas trop. Votre grand-mère m'avait demandé de vous remettre quelque chose si jamais votre mère parlait de vendre trop vite. Je ne voulais pas m'en mêler. Mais votre sœur est venue dans l'immeuble la semaine dernière. Elle disait que vous aviez accepté de tout couvrir. Ça m'a paru bizarre. J'ai coupé le feu sous les pattes. Elle a dit ça ? Oui. Dans le hall. Elle parlait avec votre mère. Elles ne m'ont pas vu tout de suite. Le lendemain, j'ai pris le métro puis j'ai marché jusqu'à l'ancien immeuble de mamie. Rien n'avait vraiment changé. Les boîtes aux lettres métalliques étaient toujours cabossées. Le carrelage du hall sentait le produit citronné. La porte de l'appartement de mamie avait une étiquette provisoire au nom de l'agence chargée de l'estimation. Madame Bruno m'a fait entrer chez elle. Son salon était impeccable, avec des napperons, des photos de petits-enfants et une horloge qui faisait trop de bruit. Elle m'a tendu une enveloppe Kraft. Votre grand-mère m'a dit, si Mireille presse Laurent avec l'appartement, donnez-lui ça. J'ai trouvé ça étrange sur le moment. Mais Suzanne connaissait sa fille. Dans l'enveloppe, il y avait une copie d'une lettre de mamie, écrite 6 mois avant sa mort. Pas un testament, rien de spectaculaire. Une lettre simple, avec son écriture ronde et un peu tremblée. Elle disait qu'elle voulait que l'appartement soit vendu proprement, sans précipitation, si aucun de nous ne pouvait le garder dans de bonnes conditions. Elle écrivait qu'elle ne voulait pas que son nom serve à régler des comptes, ni à faire porter à l'un de nous ce qui devait être décidé par tous. Puis il y avait cette phrase. Surtout, je ne veux pas qu'on utilise mon appartement pour faire pression sur Laurent. Il en a déjà trop porté. J'ai relu la phrase 4 fois.
Madame Bruno m'a laissé un moment de silence. Puis elle a ajouté. J'ai aussi ça. Une copie d'un courrier du notaire. Votre grand-mère me l'avait montré parce qu'elle ne comprenait pas certains termes. Le courrier venait de Maître Ravel, le notaire chargé d'une partie du dossier successoral. Il expliquait que les frais liés à la succession étaient identifiés, que certaines régularisations devaient être effectuées, mais qu'aucune procédure d'urgence n'était engagée. Il était question de délai, oui. De frais, oui. De pièces manquantes, oui. Mais rien qui ressemblait à la panique décrite par ma mère. En sortant de chez Madame Bruno, j'ai appelé l'étude notariale. La secrétaire m'a proposé un rendez-vous le vendredi matin. J'ai posé une demi-journée au travail sans donner de détails. Sonia m'a juste dit. Prends les documents complets. Pas les morceaux qu'on t'a servis. Le cabinet de Maître Ravel se trouvait dans une rue calme du centre-ville, derrière une porte lourde avec une plaque dorée. Dans la salle d'attente, il y avait des magazines vieux de 3 ans, une plante fatiguée, et ce silence particulier des endroits où les familles viennent parler d'argent en prétendant parler d'histoire. Maître Ravel avait une 50aine d'années, des lunettes fines et une voix posée. Il m'a serré la main avec une prudence professionnelle. Monsieur Delma. Que puis-je clarifier pour vous? J'ai sorti la lettre de mamie, le courrier, puis les copies du classeur bleu. Est-ce que l'appartement de ma grand-mère est menacé? Il a ajusté ses lunettes. Menacé? Non. Pas à ma connaissance. Il y a des démarches à finaliser et certains frais à régler, mais aucune procédure de vente forcée ni d'urgence comparable. Pourquoi cette question? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais les dossiers beige empilés sur son bureau, les tampons, les chemises cartonnées. Tout était calme. Administratif. Presque ennuyeux. Et ce calme contredisait une semaine entière de panique familiale. Maître Ravel a parcouru les documents que j'avais apportés. Je vois. Certains courriers sont partiels. Celui-ci, par exemple, mentionne un délai de régularisation, mais la page suivante précise les options possibles et le calendrier. Vous ne l'avez pas? Non. Et celui-là parle de frais, mais pas d'une exigibilité immédiate. Pris hors contexte, je comprends que cela puisse inquiéter. Il n'a pas accusé ma mère. Il n'en avait pas besoin. Il alignait les faits, et les faits suffisaient. Puis il m'a demandé si j'avais connaissance d'engagements pris par ma sœur pour son projet commercial. J'ai dit seulement ce que je savais. Il a hoché la tête. Je ne suis pas son conseil sur ce dossier, mais il semble que plusieurs sujets aient été mélangés. Succession, projet professionnel, garantie locative. Il faut les distinguer. Les distinguer. Ma mère avait passé un dîner entier à faire exactement l'inverse. En sortant, j'ai demandé une attestation écrite confirmant l'absence de procédure urgente sur l'appartement. Maître Ravel a accepté, avec les précautions habituelles, les formulations propres, les limites de son périmètre. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le soir même, j'ai appelé Monsieur Vasseur. Il a décroché après quelques sonneries. Monsieur Delma? Oui. Je voudrais que vous me transmettiez les échanges où mon nom apparaît dans le dossier. Il y a eu un silence. Je ne sais pas si. Mon nom est mentionné dans un document que vous m'avez présenté. Je n'ai jamais donné d'accord. Je veux comprendre sur quelle base il a été utilisé. Sa voix a changé. Moins commerciale, plus prudente. Je vais voir ce que je peux vous envoyer. Le lendemain, j'ai reçu plusieurs mails transférés. Ma mère écrivait à Monsieur Vasseur avec une assurance que je ne lui connaissais que quand elle parlait à des gens extérieurs. Mon fils Laurent est quelqu'un de très fiable. Il a déjà aidé plusieurs fois sa sœur et il comprend l'importance de ce projet. Il confirmera dimanche. Plus bas, un message d'Élodie. Il peut être inquiet au début, mais il finit toujours par faire ce qu'il faut. Cette phrase m'a fait plus mal que le reste. Pav il finit toujours par aider. Pav il est généreux. Non. Il finit toujours par faire ce qu'il faut. Comme si mon consentement était une formalité. Comme si mon refus était une mauvaise humeur passagère. Comme si j'étais un bouton sur lequel on appuyait assez longtemps pour obtenir la bonne réaction. Ma première impulsion a été d'appeler ma mère et de vider tout ce que j'avais dans la poitrine. J'ai même composé son numéro. Puis j'ai regardé la pochette rouge posée sur mon bureau,
celle où je venais de ranger les documents. Je l'avais achetée à la papeterie près de l'agence. Rouge, parce que je voulais la retrouver facilement. Rouge aussi, peut-être, parce que j'étais furieux. J'ai raccroché avant que ça sonne. L'ancien moi aurait cherché à convaincre immédiatement. Il aurait envoyé des pavés de messages, des captures, des explications. Il aurait supplié qu'on reconnaisse l'injustice. Cette fois, j'ai attendu. Pendant 3 jours, j'ai collecté l'attestation du notaire, les mailles de Vasseur, les courriers complets, la lettre de mamie. J'ai aussi relu les échanges WhatsApp, non pas pour me faire du mal, mais pour comprendre le mécanisme. C'était toujours la même construction, une urgence, une accusation, un rappel du sang, puis le silence si je demandais des détails. Le vendredi soir, ma mère m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Laurent, c'est maman. Bon. On ne va pas rester fâché pour des histoires de papier. Dimanche, tu viens déjeuner. On remet tout à plat, calmement. Élodie ne dort plus. Je compte sur toi pour ne pas rajouter du drame. J'ai écouté le message 2 fois. Pas parce qu'il me touchait. Parce que je voulais entendre ce qui manquait. Il n'y avait pas un mot sur ce qu'ils avaient fait. J'ai répondu par écrit. D'accord pour dimanche. J'apporte les documents. Elle a envoyé presque aussitôt. Très bien. Merci d'être raisonnable. Elle croyait que je venais m'excuser. Le deuxième dîner était encore plus théâtral que le premier. Ma mère avait invité mon oncle Patrice et ma tante Corinne. Patrice était le frère de ma mère, spécialiste des phrases définitives et des silences désapprobateurs. Corinne parlait peu, mais elle avait un talent particulier pour soupirer au bon moment. Quand je suis arrivé, la nappe blanche était encore là. Le classeur bleu aussi. Cette fois, un stylo était posé au centre de la table, parallèlement au couvert. J'ai remarqué ce détail avant même de dire bonjour. Élodie était pâle, les cheveux attachés à la va-vite. Alain versait déjà du vin, comme si remplir les verres pouvait diluer la vérité. Ma mère m'a embrassé près de la joue, sans vraiment me toucher. On va manger d'abord, a-t-elle dit. Non. On va parler d'abord. Elle a souri, mais ses yeux se sont durcis. Laurent, ne commence pas. Je suis resté debout près de ma chaise, la pochette rouge sous le bras. Justement, je vais commencer. Patrice a levé les sourcils. Il y a une ambiance. Personne n'a ri. Ma mère a posé sa main sur la mienne quand je me suis assis. Un geste doux pour le public. On ne va pas refaire le débat. Tu as eu une semaine pour réfléchir. Élodie a besoin de toi. J'ai retiré ma main doucement. J'ai réfléchi. Et j'ai lu. Tu vas encore nous sortir des détails techniques? J'ai ouvert la pochette rouge. Non. Des faits. J'ai d'abord posé l'attestation de maître Ravel au milieu de la table. Puis le courrier complet du notaire. Puis les pages que ma mère avait montrées, coupées de leur contexte. Enfin, les mailles de monsieur Vasseur. Ma mère n'a pas bougé. Élodie, elle, a tout de suite compris que quelque chose avait changé. Ses yeux sont passés de mon visage aux feuilles, puis au stylo. J'ai parlé lentement. L'appartement de mamie n'est pas menacé par une vente forcée. Il n'y a pas de procédure urgente. Il y a des démarches administratives, mais rien qui justifie de me faire signer une caution solidaire pour un bail commercial. Alain a soupiré. Bon, on ne va pas faire un tribunal. Je l'ai regardé. Justement, non. Dans un tribunal, chacun aurait eu les pièces complètes dès le début. Tante Corinne a pris l'attestation du notaire. Elle l'a lu lentement, sans commentaire. Ma mère a croisé les bras. Tu dramatises toujours quand on te demande quelque chose. Personne ne t'a piégé. On t'a demandé de soutenir ta sœur. J'ai pris les mets. Alors pourquoi monsieur Vasseur avait déjà mon nom? Pourquoi il pensait que j'étais d'accord sur le principe? Élodie a murmuré. On pensait que tu comprendrais. Ce n'est pas une réponse. J'ai lu à voix haute le mail de ma mère. Sa voix, dans mes mots, remplissait la pièce d'une gêne compacte. Mon fils Laurent est quelqu'un de très fiable.
Il a déjà aidé plusieurs fois sa sœur et il comprend l'importance de ce projet. Il confirmera dimanche. Ma mère a eu un petit mouvement de tête. C'était une façon de présenter les choses. Non. C'était parler à ma place. Puis j'ai lu la phrase d'Élodie. Il peut être inquiet au début, mais il finit toujours par faire ce qu'il faut. Élodie s'est mise à pleurer. Avant, j'aurais arrêté là. J'aurais baissé la voix. J'aurais dit que ce n'était pas grave, qu'on allait trouver une solution, qu'elle n'avait pas voulu mal faire. Les larmes d'Élodie avaient toujours eu sur moi l'effet d'une alarme incendie. Cette fois, je n'ai pas bougé. Elle a dit. Tu ne comprends pas la pression que j'ai. Si. Je comprends très bien la pression. C'est juste que cette fois, elle ne sera pas transférée sur mon compte bancaire. Ma mère a frappé la table du plat de la main, pas violemment, mais assez fort pour faire trembler les verres. Tu es cruel. Tu préfères laisser ta sœur s'écrouler pour prouver que tu as raison. J'ai répondu calmement. Je crois que c'est ça qui l'a le plus déstabilisé. Non. Je refuse de signer un mensonge. Ce n'est pas pareil. Patrice a pris le courrier complet du notaire à son tour. Lui qui avait toujours un avis sur tout ne disait rien. Corinne lui a soufflé quelque chose que je n'ai pas entendu. Alain a tenté de reprendre le contrôle. Il y a eu de la maladresse, voilà tout. Tout le monde voulait bien faire. Je l'ai coupé. Dire à un propriétaire que j'étais d'accord, ce n'est pas maladroit. Sortir des courriers de leur contexte, ce n'est pas maladroit. Utiliser mamie pour me faire peur, ce n'est pas maladroit. Ma mère m'a regardé avec une expression que je ne lui avais presque jamais vue. Pas de tristesse. Pas de colère franche. Plutôt la panique de quelqu'un qui perd le contrôle du récit. Patrice a posé le papier. Mireille, c'est vrai? L'appartement n'était pas menacé comme tu nous l'as dit? Elle n'a pas répondu. Elle a regardé Élodie. Et là, ma sœur a craqué. Pas dans le sens noble, pas comme dans les films où quelqu'un avoue enfin pour libérer tout le monde. Elle a craqué parce qu'elle était coincée. J'avais déjà versé la compte pour les travaux, a-t-elle dit. Et commandé une partie du matériel. La machine à café, les vitrines réfrigérées, les tables, je pensais que la banque suivrait. Je l'ai fixé. Tu avais l'accord de la banque? Elle a essuyé son visage. Pas encore. Tu as eu un refus? Silence. Élodie. 2, a-t-elle dit enfin. 2 refus. Mais le conseiller m'a dit que si j'avais un garant solide, ça pouvait changer. Ma mère a soufflé. Elle avait besoin qu'on y croie. Non, ai-je répondu. Elle avait besoin d'un garant. Ce n'est pas la même chose. Élodie a relevé la tête, blessée et agressive à la fois. Tu aurais été remboursé. Avec quel argent? Elle n'a pas répondu. Ce silence-là a fait plus de bruit que toutes les accusations du premier dîner. Corinne a reposé l'attestation. Son visage avait changé. Elle ne me regardait plus comme le neveu froid qui refusait d'aider. Elle regardait ma mère comme quelqu'un qui venait de comprendre qu'on l'avait invitée pour servir de décor. Patrice a passé une main sur son front. Vous nous avez fait venir pourquoi, exactement? Pour qu'on mette la pression à Laurent? Ma mère a voulu répondre, puis s'est arrêtée. Alain a vidé son verre. Je me suis levé. Pas brusquement. Je n'avais plus besoin de faire du bruit. Je ne signerai pas la caution. Je ne ferai pas d'avance d'argent. Et je vais confirmer par écrit à Monsieur Vasseur que je n'ai jamais donné d'accord. Élodie a murmuré. Donc tu me laisses tomber. Je l'ai regardée longtemps. Elle ressemblait à ma petite sœur et à une adulte qui avait pris des décisions sans moi en espérant que je paierais la sortie. Non. Je te laisse gérer les engagements que tu as pris. Ce n'est pas pareil. Ma mère a eu un rire amer. Tu es content? Tu as gagné? J'ai rangé les papiers dans la pochette rouge, sauf les copies que je laissais sur la table. Je ne vois pas de victoire ici. Juste une limite. Je suis parti avant le plat principal. Dans l'entrée, le stylo était toujours sur la table. Personne ne l'avait touché. Le lundi matin, j'ai envoyé un mail à Monsieur Vasseur. Je lui ai écrit clairement que je n'avais jamais consenti à me porter caution, que toute mention d'un accord de ma part était inexacte,
et que je ne participerai pas au dossier de bail. J'ai gardé le ton professionnel, presque sec. C'est mon travail qui m'avait appris ça, dans les dossiers sensibles, moins on met d'émotion, plus les phrases tiennent debout. Il m'a répondu dans la journée. Bien reçu. Dans ces conditions, je ne pourrai pas maintenir le dossier en l'état. Il n'y a pas eu de grande explosion. Pas de commissariat, pas de procédure spectaculaire. Juste la mécanique froide des conséquences. Sans garant fiable, le dossier d'Élodie ne passait pas. Monsieur Vasseur a refusé de continuer. L'acompte prévu au contrat n'a pas été restitué. Élodie a dû annuler une partie de ses commandes, négocier un échéancier avec 2 fournisseurs et stocker du matériel chez Alain pendant quelques semaines, ce qui l'a rendu beaucoup moins philosophe sur l'effort familial. Ce n'était pas agréable. Ce n'était pas indolore. Mais ce n'était pas la catastrophe absolue qu'on m'avait vendue. Ma mère, elle, a essayé de transformer ça en trahison familiale. Pendant 3 semaines, mon téléphone a vibré à des heures absurdes. Maman, j'espère que tu dors bien pendant que ta sœur pleure. Maman, mamie n'aurait jamais voulu ça. Maman, tu as choisi les papiers contre le sang. Élodie, tu peux être fière. J'ai dû appeler le fournisseur devant tout le monde. Alain, on ne reconnaît les siens que dans les moments difficiles. Puis le groupe WhatsApp familial s'est animé. Maman, certains pensent qu'être dans leur droit suffit à être quelqu'un de bien. Corinne n'a pas répondu. Patrice a quitté le groupe pendant 2 jours, puis il est revenu sans rien dire. J'ai trouvé ça presque drôle. Avant, j'aurais répondu à chaque message. J'aurais expliqué, corrigé, argumenté, envoyé des captures. J'aurais essayé de convaincre ma mère que je n'étais pas un mauvais fils. Et plus j'aurais parlé, plus elle aurait eu de matière pour déplacer le sujet. Cette fois, j'ai écrit une seule réponse. Je reste disponible pour parler quand la conversation ne commencera plus par une accusation. Je ne prêterai plus mon nom, je ne signerai plus sous pression, et je ne paierai plus pour des décisions prises sans moi. Ensuite, j'ai coupé les notifications. Le soir même, ma mère m'a retiré du groupe WhatsApp familial. C'était censé me punir. Honnêtement, j'ai dormi comme un bébé. La boulangerie m'a réveillé à 5h20 avec l'odeur du pain chaud, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas levé avec un nœud dans l'estomac. Au travail, Sonia m'a demandé comment ça allait. Bizarrement calme, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Une famille qui t'aime ne te presse pas de signer. Elle te laisse lire. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé cette phrase. Le plus surprenant est arrivé un mois plus tard. Patrice m'a appelé un mardi midi, pendant que je mangeais un sandwich devant mon ordinateur. Laurent ? C'est Patrice. Tu as 2 minutes ? J'ai failli dire non. Puis j'ai pensé que 2 minutes ne m'engageaient à rien. Oui. Il a toussé. J'ai relu les papiers que tu as laissés. Et j'ai parlé avec Corinne. Bon, je ne vais pas m'étaler, mais ce n'était pas net. Dans la bouche de mon oncle, pas net était presque une déclaration publique. D'accord. J'ai dit à ta mère d'arrêter de parler de toi comme d'un traître. Elle ne l'a pas bien pris. J'ai regardé par la fenêtre de l'agence. Il pleuvait encore, évidemment. Un livreur à vélo remontait la rue avec une cape jaune gonflée par le vent. Merci de me le dire. Je ne dis pas que tout a été bien fait de ton côté. J'ai presque ri. Bien sûr. Mais bon. Tu avais raison de ne pas signer sans lire. Ce n'était pas une grande réconciliation. Ce n'était pas une famille qui soudain reconnaissait ses torts autour d'un café. Mais c'était la première fois que quelqu'un admettait que je n'avais pas inventé le problème. 3 mois ont passé. L'appartement de mamie a finalement été vendu normalement, au prix estimé, sans drame, sans vente forcée, sans catastrophe. La signature a eu lieu chez Maître Ravel un jeudi matin. Le ciel était clair ce jour-là, ce qui à Rennes ressemble presque à une faveur personnelle. Ma mère a refusé de venir à la signature finale quand elle a compris que je ne lui laisserais plus contrôler le récit. Elle avait mandaté l'étude pour les formalités nécessaires et envoyé un message sec à Patrice pour dire qu'elle ne participerait pas à cette comédie. Élodie n'est pas venue non plus. Alain encore moins. Il avait découvert que le confort consiste parfois à ne pas être invité dans les pièces où l'on relit les documents. Dans la salle de signature, il y avait Maître Ravel, Patrice, Corinne, moi, et l'acquéreur,
un couple d'enseignants qui avait l'air ravis d'avoir un balcon assez large pour mettre 2 chaises. J'ai trouvé ça bien. Mamie aurait aimé qu'on boive du café au soleil sur son balcon, même avec vue sur une cour intérieure. Maître Ravel a lu les actes avec sa voix régulière. Les pages tournaient. Les stylos signaient. Tout était presque banal. Et c'était précisément ce qui me soulageait. Pendant des semaines, on m'avait parlé de catastrophe. Au final, il y avait seulement une vente immobilière, des frais réglés, une succession modeste mais propre, et des gens assis autour d'une table. À la fin, Maître Ravel m'a serré la main. Vous avez bien fait de demander les documents complets. Je suis sorti du cabinet avec une sensation étrange. Pas une victoire éclatante. Pas de musique de film. Juste de l'air. De l'air froid, propre, qui entrait dans mes poumons sans rencontrer ce vieux poids que je confondais avec la loyauté. Je suis allé marcher jusqu'au quai de la Vilaine. J'ai acheté un café à emporter, trop chaud, trop amer, et je me suis assis sur un banc humide en faisant attention à mon pantalon. J'ai pensé à Mamie. À sa lettre. À cette phrase qu'elle avait laissée chez Madame Bruno comme on laisse une petite lampe allumée dans un couloir. Élodie ne m'a pas parlé pendant 2 mois. Puis un soir, alors que je rentrais du travail par le métro, j'ai reçu un message d'elle. Je t'en ai voulu. Je crois que je t'en veux encore. Mais je sais que j'ai menti. Je suis resté debout sur le quai, le téléphone à la main, pendant que les gens passaient autour de moi. Le métro est arrivé, les portes se sont ouvertes, puis refermées. Je ne suis pas monté. J'aurais pu répondre tout de suite. Avant, je l'aurais fait. J'aurais voulu réparer la gêne, réduire la distance, lui prouver que je n'étais pas dur. Mais cette fois, j'ai rangé mon téléphone et j'ai attendu le métro suivant. Je lui ai répondu le lendemain matin, après le café, après le bruit des plaques de cuisson de la boulangerie sous mon plancher, après avoir pris le temps de savoir ce que je voulais vraiment dire. Je veux bien reconstruire quelque chose, mais pas sur ma culpabilité. Elle n'a pas répondu immédiatement. Puis, quelques heures plus tard. Je ne sais pas encore comment faire. J'ai écrit. Moi non plus. On peut commencer par ne plus mentir. Depuis, on se parle peu, mais autrement. Elle a trouvé un emploi à mi-temps dans un café près de la gare et suit une formation courte en gestion avec la chambre de commerce. Son salon de thé n'a pas disparu pour toujours, mais il n'est plus posé sur mon dos. Quand elle évoque le projet, elle parle de budget, d'échéancier, de banque, pas de destin familial. C'est moins poétique, mais beaucoup plus solide. Avec ma mère, c'est plus froid. Elle continue de dire à qui veut l'entendre que j'ai changé. Elle le dit comme un reproche. Elle n'a pas complètement tort. Je ne viens plus dès qu'elle appelle. Je ne réponds plus aux messages qui commencent par « si tu avais un cœur ». Je passe encore la voir parfois, mais je repars quand la conversation devient un piège. La première fois que je l'ai fait, elle m'a suivi jusqu'à l'entrée. Donc maintenant, on ne peut plus rien te dire? J'ai mis mon manteau. Si. Mais je ne reste plus quand on me parle comme à une dette. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai quitté la maison sans claquer la porte. Ça aussi, c'était nouveau. Je n'avais pas besoin de faire une scène pour partir. Aujourd'hui, mon appartement est toujours trop petit, la boulangerie me réveille toujours trop tôt, et mon travail consiste encore à réparer des problèmes que je n'ai pas créés. Mais quand un propriétaire essaie de faire passer une dépense impossible dans un devis flou, je souris parfois en pensant que j'ai développé une compétence utile dans ma vie privée, je demande la page suivante. Je n'ai pas arrêté d'aimer ma famille. Je ne crois pas que ce soit aussi simple. J'ai juste arrêté de confondre l'amour avec une signature au bas d'un document qu'on ne m'a pas laissé lire. Et si un jour quelqu'un vous invite à un dîner familial avec une nappe blanche, un classeur bleu et un stylo déjà posé sur la table, faites-moi confiance, mangez l'entrée si elle est bonne, mais ne signez rien. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.